Miko Mered nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir, merci bonne année. d'être avec nous. Meilleurs vœux à vous également. Vous êtes enseignant et économiste en géopolitique des pôles à l'Université des sciences appliquées de Laponie, expert évaluateur auprès de la Commission européenne également. Et vous vous apprêtez à publier un livre, un manuel précisément stratégique des mondes polaires. Ça va paraître dans quelques semaines maintenant. Alors peut-être d'abord quelques mots sur l'actualité dont on entend parler depuis plusieurs jours. L'Europe sidérée, notamment les médias, entendent parler de moins 40 degrés, notamment au Québec, au Canada, Québec, province francophone. Vous dites que vous êtes surpris, au fond, que les journalistes eux-mêmes soient étonnés du phénomène. Ce que vous appelez le polar vortex, c'est quoi au juste? C'est pas moi qui l'appelle, ce sont les climatologues. Moi, je ne suis pas du tout climatologue. Le vortex polaire, pour faire très simple, c'est en gros une sorte de disruption des flux d'air qui partent de l'Arctique et qui, normalement, devraient y rester, si vous voulez. Vous devriez avoir une forme de courant circumpolaire. Et ce courant-là est en train de faire des vagues et descend de plus en plus au sud, notamment sur le continent américain, ce qui donc fait amener ces masses d'air très très froides de l'Arctique, aussi au sud que Chicago ou encore plus dans le continent américain. Pourquoi cet air arctique descend? C'est à cause du réchauffement climatique? Absolument, enfin selon les climatologues encore une fois. Alors, vous dites aussi que nous sommes entrés dans une nouvelle ère climatique en Arctique. Vous allez me dire à nouveau, selon les climatologues, c'est vrai. Mais vous parlez comme d'une nouvelle normalité. Ça veut dire quoi? C'est terminé le temps des climato-sceptiques, selon vous? Ça, c'est un fait. L'Arctique symbolise aujourd'hui le changement climatique? Oui, ça le symbolise depuis plusieurs années déjà. Et en effet, cette nouvelle normalité, c'est quelque chose qui maintenant fait tout à fait consensus. Au-delà des domaines spécifiques, qu'on soit glaciologue, océanographe, plus spécialiste de la géopolitique ou de l'économie, cette nouvelle normalité de l'Arctique fait consensus. Cette nouvelle normalité, c'est quoi? C'est un Arctique qui fond. Et quand on parle d'un Arctique qui fond, ce n'est pas que les zones maritimes, comme on a tendance à le penser ou l'envisager plutôt en France. C'est véritablement, d'une part, le maritime, évidemment, l'océan central arctique et tous les petits océans ou les petites mers connectées, mais c'est aussi, évidemment, toutes les terres sur lesquelles vous avez plusieurs millions de personnes qui habitent et qui essayent de se développer en s'adaptant à ces changements climatiques. En tout cas, qui dit fonte des glaces, dit aussi des nouvelles routes qui s'ouvrent. Les pays de la région, bien entendu, ont l'eau à la bouche en sachant qu'il y a beaucoup de ressources. On va d'abord prendre un exemple concret, c'est le projet Yamal. Projet, j'ai vu sur le site emblématique de Total, qui est présenté comme emblématique du groupe français. Ça se passe dans le grand nord de la Russie. De quoi s'agit-il? C'est un projet de GNL, donc de gaz naturel liquéfié, donc un projet de GNL low cost. Pourquoi low cost? Parce que pour maintenir le gaz naturel que vous extrayez du sol et pouvoir le liquéfier puis l'exporter, il faut pouvoir le faire descendre à des températures de moins 160 degrés. Ouais. Donc, comme il peut être déjà stocké dans le permafrost localement et comme il fait froid tout simplement, vous pouvez imaginer que c'est des projets low cost. Ça, c'est un projet à 27 milliards de dollars d'investissement, mais ce n'est pas le seul. On a Arctic LNG 2 sur la péninsule de Guidan juste en face qui devrait apparaître d'ici 2024. On a le projet Alaska LNG, 43 milliards de dollars côté Alaska. Donc ça, c'est qu'un début et ce n'est qu'une industrie, le GNL. Il y a évidemment du pétrole, du minerai et j'en passe. Alors comment ça se passe pour l'instant? Ce projet qu'on vient d'évoquer illustre plutôt une coopération France, Russie et même Chine, il me semble, dans ce contrat et dans ce projet. Mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une bataille pour l'Arctique? Certains disent d'une nouvelle guerre froide. Alors ça, c'est extrêmement exagéré et c'est quelque chose qu'on a vu depuis 2007-2008. Ça, c'est un terme qui est trop fort. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les pays de l'Arctique ont intérêt à collaborer ensemble pour exploiter ces différentes ressources. Quels sont ces pays? D'ailleurs, on va les citer, pardonnez-moi de vous couper, mais on a bien entendu, on vient de parler de la Russie. Donc on va parler de la Russie, puis on va aller donc d'ouest en est, on va passer donc par les États-Unis grâce à l'Alaska, vous avez le Canada, vous avez le Danemark qui en fait possède encore le Groenland ainsi que les îles Féroé, vous avez l'Islande, la Norvège, la Suède, la Finlande et puis vous retournez en Russie. Donc ça, ce sont les 8 pays de la zone qui ont donc des terres au nord du cercle polaire arctique, c'est-à-dire à 66 degrés nord de latitude. Et puis après, vous avez un autre format qui est le format d'Ilulissat, qui est en fait un format diplomatique informel qui regroupe les 5 pays avec des côtes sur l'océan Arctique central, donc la Russie, les États-Unis, le Canada, la Norvège et le Danemark. Donc des revendications parfois territoriales, il y a aussi cette bataille pour les richesses. Quelles sont-elles, ces autres richesses? D'ailleurs, on a parlé du gaz liquéfié. Oui, on a parlé du pétrole, du gaz. Il y a beaucoup de minerais, évidemment, dans l'ensemble de la zone, puisqu'il faut vraiment combattre cette idée que l'Arctique est d'abord une mer. C'est d'abord des terres, et c'est des terres sur lesquelles vous avez un certain nombre de ressources. Puis ensuite, vous avez des ressources aussi dans le sous-sol océanique. Et donc, dans ces ressources, vous avez aussi bien des terres rares,
très importante, notamment pour faire tout ce qui touche les énergies renouvelables, des batteries de voitures, des smartphones, etc. Vous avez de l'uranium, vous avez de l'or, vous avez du titane, etc., etc. Donc ça, c'est pour les ressources minières. Et puis ensuite, vous avez des ressources biologiques. Vous avez beaucoup de bois, évidemment, dont beaucoup de bois est importé déjà aujourd'hui en France venant de l'Arctique. Vous avez évidemment de la pêche. Et puis vous avez tout ce qui est immatériel autour du tourisme, etc., etc. Alors un peu de prospection, non pas cette fois gazière, mais en tous les cas géostratégique avec vous. Pour finir, la COP24 se tiendra en Pologne à la fin de l'année, avec sans doute de nouveaux objectifs à venir. Mais quand on voit tous les enjeux économiques qu'il y a dans cette région, on se dit que sincèrement, les défenseurs du climat ont du souci à se faire, non? Je pense que celle qui en parle le mieux de l'Arctique aujourd'hui en Europe, c'est Federica Mogherini. La chef de la diplomatie européenne. Absolument. Qui a très bien expliqué dans une conférence en Finlande au mois de juin que l'Arctique était autrefois une frontière et qu'aujourd'hui l'Arctique est un gateway, est un portail. Et évidemment un portail vers quoi? Un portail de l'Europe vers l'Asie, un portail de l'Europe vers l'espace Pacifique. Donc une fois qu'on a compris cette dimension-là et qu'on comprend que cette dimension-là elle est partagée par l'ensemble des pays de la zone, mais aussi l'ensemble des pays qui viennent s'insérer soit par leurs entreprises, soit par leur diplomatie dans le jeu arctique, eh bien à ce moment-là on comprend qu'il n'y a pas grand intérêt en effet à limiter le développement de l'Arctique nulle part. Merci beaucoup Miko Meret d'avoir répondu à nos questions.